Audio Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal, dont voici les principaux titres. À la une de ce journal, recrudescence de l'insécurité à Kinshasa. Il ne se passe pas une nuit sans braquage ou vol à main armée. La dernière en date, le braquage de la Robanque sur le rond-point Victoire. Suite à cette situation, une réunion de sécurité a été tenue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Vous suivrez le compte rendu avec le gouverneur de la ville. Puis en sport, la journée de ce samedi sera mouvementée pour le club congolais aux interclubs de la CAF et en Coupe de la Confédération. Les détails, c'est de tout de suite. Encore une fois, bienvenue à tous dans ce journal. D'abord, cette information, une recommandation a été formulée par les députés nationaux Safari, Ayobangira, Chouti au sujet de massacres à répétition dans la partie est de la République démocratique du Congo. Selon l'élu de Massissi, ces tueries ne datent pas d'hier. Les violences se poursuivent, faisant des victimes chaque jour. Cette déclaration a été formulée ce vendredi 17 octobre lors de la session plénière tenue à l'Assemblée nationale. On l'écoute au micro de Gisèle Kabengele. Vient d'être faite concernant les génocostes. Nous pensons que c'est une recommandation qui est limitée dans l'état et dans l'espace. Parce qu'on semble les limiter à cette période de la guerre du M23, alors que les morts au Congo sont là depuis les années 90. Nous avons notamment un rapport qui avait été bien établi par les Nations Unies, notamment le rapport Mapping qui couvrait la période de 1993 à 2003. Et si nous parlons des dizaines de millions de morts qui sont morts ici, des compatriotes qui sont morts au Congo, ce sont des morts qui sont morts bien avant même la guerre du M23. Alors il ne faut pas qu'on puisse essayer de réduire les champs, la période de ces recommandations, mais aussi qu'on puisse essayer de réellement, si on veut donner la justice à toutes ces victimes, qu'on s'attelle aux vraies victimes, au grand nombre de victimes qui sont notamment déjà contenues au sein du rapport Mapping. C'est pour ça que moi, parmi les recommandations, les amendements, je voudrais assez qu'on puisse demander au gouvernement, autant y mettre l'énergie pour essayer de promouvoir les génocostes, mais aussi qu'ils mettent aussi autant d'énergie pour que le rapport Mapping soit aussi rouvert, analysé, car c'est un rapport de plus de 550 pages contenant plus de 617 cas bien identifiés. Les victimes sont identifiées, mais aussi les présumés coupables sont bien identifiés, et malheureusement certains sont parmi même nos institutions, que ce soit au sein de l'Assemblée, au sein du gouvernement, au sein de l'armée, qui sont bien identifiés. Et je pense que le gouvernement, pour qu'il soit plus crédible du point de vue international, c'est mieux qu'il puisse déjà commencer à mettre en place cette justice transitionnelle auprès des victimes qui sont identifiées, mais aussi contre aussi ces coupables que lui-même connaît et maîtrise très bien. Je l'ai annoncé en titre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani a réuni le jeudi 16 octobre dans son cabinet de travail les différents services de sécurité afin de faire le point sur la tentative de braquage survenue à l'agence Robanque au rond-point Victoire dans la commune de Kassavobo. On écoute le compte rendu avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bomba. Nous étions autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, dans une réunion de crise et d'évaluation relative au braquage et à une tentative d'évaluation de la banque Robanque, l'agence de Victoire. Et nous félicitons la bravoure de nos forces de l'ordre et de défense, et nous rappelons que plusieurs crépitements de balles ont été entendus, mais il y a 0 mort, 0 blessé, et il y a eu des éléments, des criminels qui ont été appréhendés.
Donc nous profitons de l'occasion pour rassurer la population quinoise d'évacuer librement en toute sécurité et quiétude, parce que les forces d'ordre et de défense de la ville de Kinshasa sont là à leur côté pour assurer leur sécurité. Et puis vous le savez, depuis un certain temps, l'insécurité bat son plein dans la ville de Kinshasa. Plusieurs communes sont visitées par les opérations de braquage, vol à main armée, attaques nocturnes et autres. Cette situation sème la terreur et la désolation au sein de la population. Christian Chubaka nous fait le constat. Depuis quelques mois, l'insécurité bat son plein dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Les phénomènes Kuluna, braquage à main armée, coups de feu répétés, visites domicile, attaques nocturnes, sèment la terreur et désolation au sein de la population quinoise. Malgré la multitude des opérations policières, ces gangs continuent de défier les autorités. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels sur les axes routiers principaux. Prenons par exemple le braquage manqué de l'agence Royal Bank Victoire qui intervient après une série de braquages qui sont devenus récurrents dans la ville de Kinshasa. Pas plus tard que le week-end dernier, dans la commune de Massina, un ressortissant libanais travaillant à la société Sosimex a été filé et pris en chasse par un groupe de criminels opérant en moto. Et les cas sont légion, car c'est presque chaque semaine qu'on assiste à un braquage à Kinshasa et ce sont les shops de vente de téléphones, les bureaux d'échange et les supermarchés qui sont cibles de ces braqueurs qui opèrent aisément et en pleine journée. À l'en croire, la gravité de la situation actuelle exige une réponse urgente et coordonnée, durable, de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son ministère de l'Intérieur et Sécurité. Puis dans le reste de l'actualité, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa reste finalement en fonction après le retrait jeudi 16 octobre de pétitions qui visaient plusieurs de ses membres, notamment les présidents Lévi Mbouta, la vice-présidente Germain Chinyama et le rapporteur André Kongolo. Les détails, une fois de plus, avec Christian Chibaka. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa reste finalement en fonction après les retraits ce jeudi 16 octobre 2025 des pétitions qui visaient plusieurs de ses membres, notamment le président Lévi Mbouta Sangou Pamba, la vice-présidente Germain Chinyama Pemba et le rapporteur André Kongolo. Tout s'est joué au cours d'une plénière tenue ce jour sous la direction du doyen d'âge, le député provincial Constantin Chakobo, installé la veille à la tête du bureau d'âge pour examiner ces pétitions. Le député pétitionnaire, notamment Rola Kisamba, Oben Moukanou et Steve Kongolo, ont décidé de retirer leur démarche. Après lecture des lettres de désistement par les rapporteurs adjoints Clovis Nsamba, la plénière a pris acte à l'unanimité, confirmant ainsi le maintien du bureau en place. La plénière a pris acte de désistement des initiateurs de propositions de déchéance des 3 membres de l'Assemblée. Comme nous avons exprimé la volonté, nous avons tous accepté leur désistement, cela a pour conséquence la réintégration des 3 députés qui étaient visés à leur poste respectif. Il s'agit là de l'honorable Lévi Mbouta Sangou Pamba, président de l'Assemblée provinciale, de l'honorable Chinyama Pemba Germaine, vice-présidente de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kongolo André, rapporteur de l'Assemblée jeune. Cette décision met un terme à la fronde qui menaçait la gouvernance interne de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce vendredi 17 octobre, le monde a célébré la journée internationale de l'élimination de la pauvreté sous le thème « Le respect et le soutien approprié aux familles ». Cette journée a pour objectif de placer les plus démunis au premier plan et d'essayer de s'engager pour mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes. Audrey Ogundalemba nous en parle. Dans un monde caractérisé par un niveau sans précédent de développement économique, de moyens technologiques et de ressources financières, le fait que des millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté suscite une profonde indignation morale. En outre,
les personnes vivant dans la pauvreté doivent faire face à de nombreuses discriminations, notamment des conditions de travail dangereuses, des conditions de logement insalubres, de carence en aliments nutritifs, un accès inégal à la justice, une absence de participation politique et un manque d'accès aux soins de santé. Le 17 octobre, Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, est une journée de rassemblement, une journée où l'on place les plus démunis au premier plan et une journée où l'on s'engage à nouveau à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. C'est le sens même de la commémoration de cette année, axée sur le respect et le soutien approprié aux familles. En République démocratique du Congo, selon un rapport de la Banque mondiale, la mauvaise gouvernance et la corruption, la faible diversification économique, les conflits armés persistants dans l'Est et un accès limité aux services sociaux de base tels que l'éducation et la santé sont à la base de la pauvreté au pays. Ces obstacles freinent la croissance inclusive et maintiennent des millions de Congolais dans la précarité. Pour la petite histoire, la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté remonte au 17 octobre 1987. Ce jour-là, une centaine de milliers de personnes se sont rassemblées au palais du Trocadéro à Paris, où l'Assemblée générale des Nations unies adopta en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'usage anarchique de gyrophares, un danger croissant pour la circulation. Selon un constat fait à Kinshasa, même des véhicules de privés utilisent des gyrophares et sirènes. Une pratique illégale et dangereuse qui incarne une culture d'impunité et qui fragilise l'autorité de l'État et sape le civisme. Suivez cet élément. Normalement, à Kinshasa, l'utilisation de gyrophares accompagnés de sirènes appartiennent aux personnalités et services, entre autres le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, le Premier ministre, le chef d'état-major général de forces armées, la police, le véhicule d'intervention de sapeurs-pompiers, les ambulances en service de secours et les corbillards en cortège funéraire. Ainsi, elle suppose l'interdiction à toute autre personne, physique ou morale, publique ou privée, de faire usage des gyrophares et de sirènes sur un véhicule, sauf par ou avec dérogation expresse délivrée par une autorité compétente spécifiée par cette loi d'application. Mais que voyons-nous pas à Kinshasa, cette ville caractérisée par deux embouteillages monstres, dont de grandes artères, surtout pendant les heures de pointe, un usage abusif que regrette le Cunois. Ces dispositifs sonores éliminés sont aujourd'hui utilisés par une multitude de conducteurs. Chacun semble vouloir s'imposer dans la circulation au détriment de l'ordre public. Même les automobilistes ne savent plus distinguer un vrai convoi prioritaire. Cette situation met en lumière un grave problème d'incivisme et de non-respect de règles de circulation à Kinshasa. Aussi, cette pratique récurrente fragilise l'autorité de l'État, sape la confiance du public et rend tentative de régulation routière quasi impossible. Au mois de mai de l'année en cours, le président du parti Engagement Citoyen pour la République, Christian Tabalenzi, avait proposé une loi pour réglementer l'utilisation de dispositifs sonores éliminés de type gyrophare avec sirène sur le véhicule circulant, une loi qui n'a pas été examinée ou mise en application malheureusement. Ainsi, les autorités compétentes sont donc invitées à renforcer urgemment les contrôles et sanctionner les contrevenants afin de restaurer la crédibilité des signaux d'alerte et assurer la sécurité de tous sur les routes de la capitale. Plusieurs avenues du quartier Ngatele, situées dans la commune de Mongafula, sont transformées en dépotoirs par manque des poubelles publiques. La gestion des déchets ménagers pose problème. Ces riverains ne respirent que l'air pollué, ce qui les expose à plusieurs maladies respiratoires, déclarent quelques habitants de ces quartiers et répondent au micro de Babi Maïtouka. La santé n'a pas de prix, dit-on, mais cet adage n'a pas sa place dans plusieurs ménages. L'insalubrité à Kinshasa est un problème majeur, caractérisé par l'accumulation de déchets dans les rues et quartiers, ce qui entraîne des problèmes de santé publique et des inondations.
Nous sommes au quartier Ngansele situé dans la commune de Mongafula. L'air est pollué à cause du manque de la gestion des déchets, ce qui a bloqué d'ailleurs plusieurs caniveaux de ces quartiers. Ces milliers de tonnes de déchets produits chaque jour souffrent du lieu public pour le déchargement, d'où certains riverains inconscients, par manque de civisme, profitent la nuit pendant que les gens dorment pour évacuer leurs poubelles au coin de l'avenue. L'insalubrité dans notre quartier a atteint un autre niveau. Ici, nous vivons avec des voisins inconscients qui gèrent leurs déchets de leur manière sans pour autant être interpellés suite à l'absence d'autorité du chef du quartier. Notre crainte est la saison de pluie qui s'annonce. Les travaux d'évacuation des caniveaux doivent être faits par chaque parcelle pour se prévenir des dégâts. Mais hélas, le manque de leadership s'impose. Nous respirons que l'air pollué dans ces quartiers, comme vous le constatez. Nous n'avons pas de poubelles publiques et nos avenues sont transformées en poubelles. Comment ne pas tomber malade si les autorités communales ou provinciales n'interviennent pas? Le pire est à venir. Selon un constat fait, le manque de sensibilisation de la population aux enjeux de l'hygiène et de l'environnement expose les habitants à plusieurs dangers environnementaux, surtout que la saison de pluie s'annonce sous peu, où nous assistons à plusieurs dégâts à cause du manque d'entretien et évacuation de caniveaux. C'est que nous ne voulons plus vivre à Kinshasa. Ainsi, il est temps que le chef des rues, des quartiers, se mette au travail pour sensibiliser les ménages avant que le pire n'arrive. En direction dans la province du Sud Kivu, marche des soutiens aux institutions de la République ce vendredi, une activité initiée par la société civile du territoire de Chabunda. Dans son message lit devant l'administrateur du territoire d'intérim de Chabunda, la société civile encourage les travaux déjà réalisés et demande l'accompagnement du gouvernement provincial afin de rendre ces territoires de la province du Sud Kivu accessibles et développés. Les détails avec notre correspondant dans la région, Papi Moulingati. Plus de 1000 personnes habitant de Chabunda, les hommes, femmes, jeunes, membres de la société civile noyau de Chabunda ont participé ce vendredi à une marche de soutien aux actions de développement initiée par l'administrateur des territoires de Chabunda à l'intérim, M. Raphaël Mouzali à Konga Konga. Selon Maître Isaac Kilunga, président de la société civile de Chabunda, la collaboration entre la population et l'autorité locale produit de bons fruits dans ce territoire avec la réouverture de la route Chabunda-Mungembe et l'assainissement du centre-ville de Chabunda grâce aux travaux communautaires appelés Salongo. Une initiative qui produit des effets dans tous les coins et recoins du territoire de Chabunda, car chaque samedi, dans tous les villages, la population se retrouve impliquée dans ces travaux. À cela, la société civile de Chabunda tend la main au gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi, de s'impliquer dans ces travaux en fournissant des carburants afin de faire travailler les pots clés et les compacteurs qui se trouvent à Chabunda à rembler tous les points chauds. Maître Isaac Kilunga. Nous étions en train de mener une marche de soutien aux institutions de la République démocratique du Congo. Plus particulièrement le chef de l'État avec son gouvernement, le gouvernement provincial, y compris le Conseil de sécurité locale pour dire nous soutenons les institutions de la République, nous soutenons tout ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi nous soutenons les travaux communautaires qui sont en train de se réaliser entre nous, la communauté, et le Conseil de sécurité. D'abord, nous demandons l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Lorsqu'il est passé ici, il nous a promis, lorsque nous l'avons soumis le problème de la route. Mais nous avons fait la politique de Bartimée. D'abord, nous avons souhaité commencer ce travail et à la date de ce jour, la preuve n'est plus à rechercher. Banyampombo, notre frontière avec le Maniema jusqu'à Chabunda Centre, la route devient praticable. Le véhicule des non-militaires, y compris des commerçants, arrive, mais ce n'est pas suffisant. C'est cela que nous lui demandons de faire plus. Il doit nous accompagner par ce travail-là. Nous avons une machine port-clé ici, nous avons des compacteurs ici, nous avons besoin de moyens pour que ce travail-là de la route puisse continuer dans le territoire de Chabunda. Mais aussi, nous avons apprécié à juste titre la collaboration entre nous, la communauté,
les conseils de sécurité locale, l'armée, la police, y compris nos voyants Wazalendo. Voilà un peu, en quelques grandes lignes, c'est à quoi nous avons manifesté à la date de... En direction l'ouest de la RDC, les arrêts de travaux sur le boulevard du 30 juin à Manda, dans la province du Congo central, et les changements de son appellation inquiètent la population. Il convient de signaler que les dix travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement national afin de doter cette province des infrastructures modernes. Nadine Meno et Babi Maïtouka. Plusieurs chantiers sont en cours d'exécution dans la cité côtière de Mwanda au Congo central, mais l'avenue dite boulevard du 30 juin en phase d'asphaltage connaît une exécution assez lente pour des raisons inexpliquées. La population qui était soulagée de voir les travaux commencer s'interroge sur le pourquoi de ces arrêts à répétition. L'autre raison qui inquiète la population de Mwanda, c'est le changement du nom de ce boulevard. Pour quelques personnes averties, cette appellation 30 juin revêt un caractère historique qui ne doit pas être effacé à cause des actions passagères. Le boulevard du 30 juin, je me souviens qu'à une époque où j'étais enfant, mon père m'a montré la cabane qu'il avait fait construire au nom de la province, de l'État, pour recevoir le roi Baudouin. Et c'est ainsi qu'il m'expliquait, me disait, voilà, ici nous sommes sur le boulevard du 30 juin, c'est le boulevard de l'indépendance. Oui. Il y avait un projet de construction de l'aéroport international de Mwanda qui n'avait pas abouti à l'époque pour des raisons diverses. Qui a changé de nom? A-t-on annoncé officiellement un changement de nom? Ça, c'est une question sur laquelle moi je ne saurais dire. Officiellement, nous connaissons ce boulevard comme étant le boulevard du 30 juin. Donc, le pont Maréchal est resté pont Maréchal. Pour nombreux Mwandais, ce nom doit être maintenu pour préserver son identité historique. Les autorités locales doivent décider de conserver l'ancienne appellation pour des raisons touristiques ou patrimoniales. Dans cette cité, il est impérieux de comprendre que cette voirie n'est pas à faible trafic. Je l'ai annoncé en titre en sport. C'est un week-end qui s'annonce mouvementé et électrique pour les clubs congolais aux interclubs de la CAF ou le football club Saint-Éloi Lupopo en Ligue des Champions, l'association sportive Maniema Union et l'association sportive Simba en Coupe de la CAF se produiront tous à domicile pour le compte du deuxième tour préliminaire de ces deux compétitions de clubs en Afrique. Audrey Ogundalimba. C'est un week-end qui verra les trois représentants de la République démocratique du Congo dans les deuxièmes tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération de la CAF, batailler pour leur survie en Afrique. En Ligue des Champions, le football club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, l'unique représentant congolais dans cette compétition, après l'élimination prématurée du football club Les Aigles du Congo au premier tour préliminaire, tentera de poursuivre son aventure africaine en prenant la sérieuse option pour la qualification de ces matchs allés face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. Une étape décisive pour les cheminots de Lubumbashi afin d'accéder à la phase des groupes de la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la CAF. De son côté, l'association sportive Maniema Union de Kindu, qui s'était fait perdre lors du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, doit rester concentrée afin d'éviter les pièges lors de ses doubles face-à-face contre Royal Leopard de l'Eswatini de ce samedi au stade des Martyrs à Kinshasa. Enfin, toujours en Coupe de la Confédération, les kamikazes de l'association sportive Simba de Kolwezi, qui ont réussi l'exploit de se qualifier au deuxième tour préliminaire pour leur première participation, doivent cette fois s'élever au niveau de l'Afrique face au sommet Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud qui se dresse devant eux au stade TP Mazembe de Lubumbashi afin d'accéder à la phase des groupes. Les clubs congolais ont la lourde responsabilité de porter haut les couleurs du drapeau national dans cette campagne africaine. Toujours en sport, vous le savez, le technicien congolais Pamphile Miayo Kazembe, actuel entraîneur du cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi, succède au technicien franco-camerounais Hervé Api aux commandes des Léopards football senior dames après le fiasco de la CAN féminine Maroc 2025. Suivez. Qui
veut aller loin, ménage sans mentir dit-on. C'est en ce sens que la Fédération congolaise de football association a procédé au changement à la tête du staff technique de l'équipe nationale senior féminine de la République démocratique du Congo. Après le fiasco de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc cette année, où les Léopards dames ont été éliminés de la phase de groupe avec un bilan médiocre de 0 points enregistrés, le sélectionneur national, le franco-camerounais Hervé Epi, est remplacé de son poste par l'État congolais. Ainsi, pour préparer les échéances à venir, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026, le gouvernement congolais fait appel à un enfant de la maison, l'ancien international congolais et milieu de terrain de tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, Pamphile Ayo Kazembe, actuellement entraîneur du cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi, pour prendre la commande du staff technique. Pas de répit pour lui. Premier test de ce mois face au Banyana de l'Afrique du Sud en double confrontation le 22 et le 28 octobre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Et puis en international, pour terminer, retour à la normale au Madagascar après la prise de pouvoir de l'armée par les affaires et la vie quotidienne reprennent, et c'est là en dépit de bouleversements politiques ayant conduit le pays à la chute de l'ex-président Andry Rajoelina en remplacement du colonel Mikhaël Randrianirina. C'est un reportage de nos confrères de CGTN. Un sentiment de normalité prudente revient dans les rues et sur les marchés ici à Madagascar après plusieurs semaines de manifestations ayant pratiquement paralysé le commerce. Les magasins rouvrent et le flux vital de marchandises reprend. Cependant, ce retour à la normale s'accompagne d'une nouvelle réalité importante. L'armée est désormais aux commandes. Le colonel Mikhaël Randrianirina, qui a pris le pouvoir, s'est empressé de rassurer les citoyens en affirmant que sa priorité était la stabilité. J'encourage la FFKM à poursuivre les consultations avec toutes les parties prenantes afin d'assurer la sécurité de notre pays. Mes actions seront basées sur les résultats de ces consultations pour le bien de notre pays. Et pour de nombreux chefs d'entreprise épuisés par les manifestations et l'incertitude, le calme est un soulagement bienvenu. Oui, c'est bien que nous puissions à nouveau travailler. Je pense que les manifestations ont ouvert les yeux du gouvernement qui doit désormais penser davantage aux citoyens et améliorer leurs conditions de vie. Mais maintenant que la stabilité est revenue, le discours passe rapidement du soulagement aux attentes. Je veux que notre président par intérim nous crée plus d'emplois. J'ai 73 ans et j'ai besoin d'un bon moyen de gagner ma vie, mais regardez-moi, je suis vieille et je continue à me battre. Si la crise immédiate est passée, des questions se posent quant au leadership militaire et à ce qu'il signifie pour l'avenir de la démocratie et de l'économie du pays. La Haute Cour nationale devrait investir le président par intérim et le pays devrait organiser des élections dans les 2 prochaines années. Madame, Messieurs, c'est en international que nous mettons un terme à cette session d'information, mais avant tout, le rappel de principaux titres. À la une de ce journal, recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, il ne se passe pas une nuit sans braquage ou vol à main armée. La dernière en date est le braquage de la Roubanque sur le rond-point Victoire. Suite à cette situation, une réunion de sécurité a été tenue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous avez suivi dans ce journal le compte rendu fait par le gouverneur de la ville. Puis en sport, la journée de ce samedi sera mouvementée pour le club congolais aux interclubs de la CAF et en coupe de la CAF. Et voilà qui marque une fin complète à cette édition du journal. Merci au concours rédactionnel de Christian Chibaka, coordonné par Nadine Meno. Quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité au canal 610 Misapi Voice Télévision. Audio Jungle.